Monsieur le Président, bonsoir. Merci d'accepter cet entretien que nous mènerons avec Bernard Rappa. Nous allons parler de vous, de l'actualité, de l'histoire de l'URSS, 20 ans depuis la chute de l'Union soviétique, de la Croix verte, de l'écologie. D'abord, simplement, comment allez-vous? Je suis entièrement à vous. L'optimisme, tout au long de votre vie, malgré toutes les épreuves. Dans les premiers rapports de la CIA, on parlait de votre jovialité, de votre optimisme. Il n'est jamais parti? Bien sûr que non. Sinon, je quitterais depuis longtemps la politique. J'ai travaillé à l'époque où un homme normal ne pourrait pas subir la situation. C'était la lutte au plus haut point. La vie n'était pas simple du tout. Elle n'est pas simple aujourd'hui non plus. Monsieur le Président, pour commencer, une question toute simple. La perspective d'une administration Poutine pour une décennie à venir, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Russie? Vous savez, j'étais plusieurs fois dans une situation de prophète. En juin 89, j'ai visité la ville de Bonn et nous avons eu un entretien avec Helmut Kohl. Ensuite, nous sommes sortis pour parler à la presse. On nous a posé la question sur le problème allemand. Et qu'est-ce que vous avez mentionné? Et alors, Kohl et moi, nous avons dit que c'est un problème à résoudre dans le XXIe siècle. Mais la chute de Berlin a eu lieu 3 mois après. Il y a encore une histoire concernant la Suisse. On pourrait citer le cas de Lénine. En janvier 1917, il répondait aux questions de la presse. Vers la fin de l'entretien, il a entendu la question concernant la révolution en Russie. Alors, il a dit, c'est une affaire pour les futures générations. Et le 17 février 1917, on a eu la révolution de février. Donc la situation est difficile, surtout pour les gens, pour les citoyens de la Russie, qui aimeraient embellir leur vie. Le pays est riche, on a tout, mais on a souvent des à-coups dans l'approvisionnement des denrées. Donc il y a pas mal d'opposants, d'indignés. On a plus de gens nécessiteux en Russie pendant les derniers mois, c'est ce que je viens de lire. Donc la situation dans notre pays est difficile. Et ce ne sera pas pour Poutine très simple de franchir la barrière. C'était décembre 1991, le dernier acte pour vous, la démission. Regardez ces images avec nous. Quel est votre souvenir, votre sentiment en voyant ces images? D'abord, je vois que j'ai beaucoup vieilli. Vous voyez, ces deux personnes sont vraiment différentes. Et puis, je dois dire que j'ai quitté mes fonctions. Je n'étais pas démis de mes fonctions. J'ai quitté mes fonctions car je n'étais pas d'accord avec la voie proposée à suivre. Au lieu des réformes, on a choisi le débâcle. Bien sûr, c'était une époque triste et je m'en souviens avec beaucoup de tristesse. Est-ce que vous avez été tenté, à un moment donné, d'utiliser la force pour éviter le démembrement de l'URSS? Vous savez, j'étais sûr qu'il est impossible de faire recours à la force, surtout militaire. Le pays était rempli de toutes sortes d'armes, entièrement militarisé et en état de décomposition. Ceci pouvait provoquer la chute en 2 parties de l'armée. On pourrait s'attendre au tir à partir d'un sous-marin. Tout pouvait se passer.
Il y avait 2 millions d'hommes de chaque côté du rideau de fer, l'armement nucléaire. Est-ce qu'à un moment, nous avons failli avoir l'apocalypse nucléaire? Oui. Le danger nucléaire planait sur nous. Et la situation pouvait dégénérer sans aucune décision politique, ni de notre part, ni de la part des Américains. On a vu une fois beaucoup de peur aux États-Unis lorsqu'on a vu les chasseurs venant de Russie et munis des armes nucléaires. Mais en fait, c'était des oies qui se déplaçaient une fois par 100 ans. Pas le moindre regret. Aujourd'hui, la Russie, une espérance de vie en baisse, la corruption, beaucoup de doutes sur le capitalisme sauvage. Je regrette de tout. Je regrette l'effondrement de l'Union soviétique. Je regrette la lenteur des réformes du parti et du pays. Quand vous voyez ici à Genève des oligarques dépenser des millions, s'acheter des clubs de foot à Londres, quelle réflexion? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? C'est vous qui le voyez. Nous sommes au courant de la situation depuis longtemps. On pourrait passer au point dans les situations de ce genre. Ça témoigne de manque du moral, de l'humanisme impiété de la part de la classe dirigeante. D'un côté, nous avons accumulé des capitaux énormes qui sont cachés dans les zones offshore et dans les banques de la Suisse. Mais je crois que si on demande les Suisses, ils pourraient nous aider à faire mettre cet argent au profit du pays, de la Russie. Bien sûr, je regrette tout ça. C'est la vie. Une autre archive, elle date de la période où vous étiez sur la tribune du mausolée de Lénine. On voit très bien sur l'archive ce qui se passe déjà, c'est que vous êtes le seul qui a de l'énergie parmi les membres du Politburo. Tous sont presque des momies, mais vous êtes actif. Vous parlez, je crois, c'est à Gromyko qui est à côté de vous. Et vous êtes le seul qui s'agite, qui parle. Gromyko consent à vous répondre un peu, mais ça doit l'ennuyer un peu. Ça a compté, ça, le fait que vous aviez une énergie, une vitalité physique, mentale. Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'étais neutre, je pourrais agir et vivre autrement. Depuis 20 ans, je travaille énormément. De par son volume, ce travail est égal au travail d'un président. J'ai créé la fondation Gorbatchev. Nous avons créé la Croix verte, qui devient de plus en plus connue de par le monde. Dans les livres d'histoire, on posera la question du mystère Gorbatchev. Comment ça a été possible? On a l'image où quand vous entrez au Politburo, Brejnev vous accueille. Il a besoin d'un souffleur pour rappeler votre nom parce qu'il est déjà un peu vieux. Et vous êtes là aussi l'homme nouveau. Qu'est-ce que vous aviez de différent? Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à entrer dans ce cercle dirigeant alors que vous étiez différent? Je ne sais pas. De toute ma vie, je faisais tout mon possible pour changer la situation. J'ai travaillé presque 20 ans en périphérie. J'étais chef des Komsomol et puis je suis devenu le secrétaire de la région et membre du comité central. Je n'avais pas de parents qui pourraient me pistonner. J'ai travaillé dans la région de Caucase et finalement, petit à petit, mes actes sont devenus assez répandus dans les informations. Donc,
j'ai rejoint l'équipe de Brejnev, j'ai travaillé avec lui, mais à l'époque, lorsque j'ai commencé à travailler avec lui en distance, je croyais que c'était une seule personne. Mais lorsque je l'ai vu de près, c'était une autre personne. C'était un homme presque mort. Moi, en tant que membre du comité central, je ne connaissais pas la situation. Donc, vous voyez, la situation évoluait et il y avait des gens nouveaux et les anciens qui étaient. J'avais à l'époque 54 ans, donc je ne pouvais pas me considérer comme vétéran. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'agir comme ça? J'étais poussé par la vie. Mais est-ce qu'il y a eu un moment, une conversation, est-ce que vous vous souvenez d'une journée où vous vous êtes dit, là, il faut que le pays change? Est-ce que vous avez en mémoire un instant où tout a basculé? Bien sûr, mais ce n'était pas d'un jour à l'autre. Les 2-3 dernières années après la mort de Brejnev nous ont montré que la situation ne change pas beaucoup. Tcheranenko est mort, Andropov est mort, mais les problèmes continuent. Il y a énormément de déficits. L'époque était extrêmement difficile. Tout le monde se souvient le coup d'État il y a 20 ans, une unité du KGB qui est allée vous arrêter, en tout cas vous tenir en résidence surveillée dans la datcha. Est-ce que là, vous avez eu peur pour votre vie? Oui. Il n'y avait pas de panique. Je travaille depuis longtemps au sein de la direction soviétique et je sais que l'on doit être prêt à tout. Quelques personnages historiques avec lesquels vous avez écrit l'histoire. On commence avec vous, Bernard. Helmut Kohl. Un souvenir. Helmut Kohl est évidemment l'homme avec qui vous avez dialogué longuement dans ces heures extraordinairement difficiles. Qu'est-ce qu'il vous laisse comme réflexion? Un grand homme d'État? Je viens de recevoir une lettre de lui et je lui ai répondu, je sais qu'il est malade maintenant, de lui, et je lui ai répondu, je sais qu'il est malade maintenant. Kohl est un homme de renom en politique, mais parfois, il n'était pas au niveau de la situation. Lorsqu'on lui a dit qu'il est négatif à l'égard de la perestroïka et qu'il cherche à l'attaquer, il a dit que non, c'est pas vrai. On parlait beaucoup de ça et normalement on a dit qu'il y avait dans leur pays les gens qui parlaient comme ça comme Goebbels, c'est-à-dire ils me comparaient à Goebbels. Alors lorsque la presse a commencé à l'essayer, il a dit que vous ne m'avez pas bien compris. Mais il avait quand même dans le viseur plutôt Washington. Une fois, j'ai dit à Kissinger pour faire passer le message à Kohl. J'ai dit, nous aimerions entendre tout ce que vous pensez en allemand. Il ne faut pas que ça soit délivré en anglais. Nous aimerions savoir votre point de vue. Autre grand personnage que vous avez côtoyé, la Dame de Fer, Madame Thatcher, qui partageait avec Mitterrand une opposition à la réunion allemande. Comment vous avez vécu cette période avec Madame Thatcher en particulier et en particulier avec son caractère si fort? On pouvait travailler avec. Parfois, elle s'emballait, mais c'était une personne ouverte et je pouvais lui parler ouvertement. Par exemple, au moment où elle défendait les armes nucléaires, nous étions à deux en route aux États-Unis et j'ai dit que
Je suis sincèrement frappé par votre volonté d'être assis sur un tonneau nucléaire en attendant l'explosion. Il a dit non. Mais à la différence des autres, elle était résolument contre l'unification de l'Allemagne. Mais la procédure a commencé et elle a finalement apposé sa signature sur tous les documents. Monsieur le Président, Ronald Reagan, c'était ici à Genève, c'est sans doute une des images qui a changé le monde. D'abord, vous sembliez tellement différent, je crois qu'il vous voyait comme un bolchevique, et pourtant il s'est passé quelque chose. Tout a changé ce jour-là. Il m'a rencontré au seuil du bâtiment et nous avons parlé avec lui pendant 1 heure. Il croyait que ses faits sont pas bons. Moi, je le croyais aussi que mes faits sont trop bons. Donc, je voyais déjà les difficultés qui nous attendent et je n'étais pas tout à fait sûr de la solution positive. Et pourtant, pendant 2 jours, nous avons énormément travaillé et nous avons signé une déclaration importante qui entrera dans l'histoire. Ces actions vous ont rendu populaire à l'Ouest. Et le grand paradoxe, c'est que dans votre pays, vous êtes considéré comme le fossoyeur de la grande URSS, par certains en tout cas. Vous pensez qu'un jour, l'histoire vous donnera raison, vous rendra justice? Bientôt, vous pourrez lire mon livre où je raconte des contacts secrets entre Américains et Yeltsin dans le but de me faire pression. On cherchait à demander les changements au sein du pouvoir soviétique en passant de Gorbatchev à Yeltsin par demande de Bush. On disait que Gorbatchev cherche à renforcer l'Union soviétique et Yeltsin, il voulait le détruire. Vous parlez des pressions américaines à l'époque. L'impérialisme américain, vous l'avez affronté directement, il existe toujours maintenant? Je crois que les restes d'une géopolitique menée par les États-Unis à l'époque sont toujours présents. Alors, il faut être vigilant. Ce n'est pas plus facile d'agir pour les États-Unis dans le monde d'aujourd'hui. Il y a la Chine, l'Inde, l'Europe unie si elle ne se désintègre pas. J'ai beaucoup d'espoir pour l'Europe. Mais je crois que les Européens eux-mêmes se font peur. Vous aurez 81 ans en 2012. J'aimerais que vous regardiez une de vos photos. Il n'y en a pas beaucoup, elles sont très rares, de photos d'enfance. Donc c'est bientôt. Je regarde ce garçon avec un regard intense et il n'a que 6 ans. Faites voir encore une fois, s'il vous plaît, si c'est possible. Vous dites le regard intense. Vous savez que dans les premiers rapports du département d'État américain sur vous, il disait ça, hein, il a un regard intense. Ce que je viens de remarquer seulement maintenant. Je suis entouré par mon grand-père et ma grand-mère. Mon grand-père participait à la création des kolkhozes, à la Grande Guerre nationale, mais il était arrêté en 1938 et soumis à des tortures. Plus tard, après examen, on n'a rien trouvé, il a été réhabilité. Mais il a perdu sa santé dans les purges.
Quand vous regardez cette image de vous, enfant, et vous considérez cette formidable trajectoire, hein, vous avez traversé un siècle extraordinaire, vous souhaitez que l'histoire retienne quoi, en une phrase, de votre parcours? Au fond, quelle est la trace que vous souhaitez que l'histoire retienne? Lorsqu'on me demande de procéder à une auto-évaluation, alors j'ironise, écoutez, je suis un bon gars, j'ai fait pas mal de bien. Je crois que l'histoire, finalement, nous donnera une juste appréciation. Comment expliquer ce mystère? Votre propre famille avait subi le stalinisme, la torture, beaucoup de Russes comme vous, et la foi communiste a continué après? Oui, je suis socialiste. Je crois que le communisme est un rêve et le socialisme, c'est un projet réel et nous devons y réfléchir beaucoup. Il y a pas mal de bonnes choses dans le capitalisme et dans le socialisme et ces éléments positifs sont à réunir. La partie social-démocrate réunit toutes ces idées et moi je suis social-démocrate. Monsieur le Président, on ne peut pas terminer sans rendre hommage à Raïssa Gorbatchev parce que vous étiez un couple très uni, mais aussi un couple politique. Elle a beaucoup compté. Il y a des images qui rappellent ce parcours où vous étiez ensemble dès la jeunesse, dans le pouvoir. Elle a énormément compté dans votre parcours. Cette dame était toujours à mes côtés, mais elle était franchement mécontente de la politique. Elle n'aimait pas la politique. Mais elle a partagé mon destin. Irina, ma fille, n'aime pas la politique non plus. Elle la déteste. Assez, dit-elle. Nous avons tellement souffert de la politique. J'ai mes enfants et je vais procéder à leur éducation. Raïssa est une femme surprenante. Vladimir Vladimirovitch Posner, il n'y a pas longtemps, avait un entretien à la télé avec moi. Alors il m'a demandé, qui aimerez-vous rencontrer de ceux qui sont passés au meilleur monde? J'ai dit, ici, il n'y a pas de doute, j'aimerais rencontrer Raïssa. Monsieur le Président, merci de cet entretien. Beaucoup de peuples diront, on dit merci Gorbatchev. Vous, vous dites merci à qui? Au peuple, à tous les peuples. Au moment difficile de mon destin, je pensais toujours pourquoi les gens me quittent. Je travaille pour les gens, pour que l'on puisse avoir beaucoup de bonheur pour les générations futures. Aujourd'hui, je voyage beaucoup au sein du pays et dans le monde entier. J'entends beaucoup de voix de solidarité et je remercie ces gens. Monsieur le Président, merci de cet entretien. Merci beaucoup.